Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Vice Versa, votre magazine de débat et d'échange d'idées. Nous sommes donc au Parlement européen à Bruxelles pour un échange, parler des relations Europe-Afrique. Et bien sûr, nous parlerons de la situation en France. Actualité oblige, c'était donc aujourd'hui le 15 mai qu'il y a eu l'investiture du président François Hollande. Avec nous sur ce plateau, deux députées européennes, de nationalité française, que je vous présente tout de suite. En face de moi, Michèle Striffler, qui est députée européenne, membre du PPE, le Parti populaire européen. Et vous faites partie de la commission de développement et aussi de la délégation de l'Assemblée ACP Union européenne. Merci d'être là. Je vous en prie, merci à vous. À vos côtés, Dacha Ribeiro, éditorialiste à Vox Africa et fidèle amie de cette émission. Merci d'être là, Dacha. Merci. Et puis, bien sûr, Madame Françoise Castex, députée européenne du Parti socialiste et de l'Alliance socialiste aussi. Et elle est aussi membre de l'Assemblée ACPUE. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, première question à vous, et puis après, Madame Striffler répondra aussi. Je l'ai dit, 15 mai, investiture de François Hollande, président élu en France, avec 51,6%. Donc, je veux dire, il a juste d'une petite longueur, il a battu le président Sarkozy. Pour vous, c'est un grand jour ? Ça fait quand même un peu plus d'1 million de voix, donc c'est une petite longueur quand même qui pèse. Oui, bien sûr, c'est un grand... C'est une victoire sans appel pour vous. C'est une victoire. Vous savez, à 50,01, c'est une victoire. Après, on peut faire les analyses que l'on veut, mais c'est un autre sujet. Le 6 mai, François Hollande a gagné. Et il n'y a pas de contestation possible sur ce scrutin. Voilà, donc oui, pour nous, moi je suis une militante socialiste depuis très longtemps. Je me souviens bien de 1981 parce que j'étais déjà en âge de voter et en âge de fêter la victoire de François Mitterrand. Pour vous, c'est la même symbolique 2012, 81, c'est la même symbolique? Non, ce n'est pas la même. On a vu moins d'enthousiasme dans les rues, en tout cas. Je crois que la situation n'est pas la même. Il y avait beaucoup de gravité, je crois, le soir de la victoire, comme il y a eu beaucoup de gravité et de raisons tout au long de la campagne. Et je crois que moi j'étais dans ma fédération socialiste dans le Gers, parce que je suis originaire du Gers. Et pour l'ensemble des militants, et voilà, il y avait beaucoup d'émotions, de la joie, mais en même temps un grand sens des responsabilités, de la difficulté de ceux qui attendaient le nouveau président et le futur gouvernement, puisqu'à l'heure où nous parlons, le gouvernement n'est toujours pas connu, formé. Je veux dire, à 90%, tout le monde dit que ce sera Jean-Marc Ayrault qui sera Premier ministre. Oui, apparemment, c'est ce qui se dégage. Là, je pense que d'ici quelques minutes, nous le saurons. Et nous connaîtrons le gouvernement mercredi, donc demain mercredi. Mais peu importe, peu importe, parce que il va y avoir maintenant une campagne des législatives. Et donc, quand la nouvelle Assemblée sera élue, c'est à ce moment-là que commenceront réellement les choses, avec un gouvernement, une assemblée élue, nouvellement élue, pour pouvoir commencer à légiférer, commencer à organiser le changement qu'a promis François Hollande. En tout cas, on ira peut-être un peu plus tard dans le contenu de ce changement, parce qu'il y a beaucoup de promesses ont été faites, mais on sait bien que la situation est difficile, vous l'avez rappelé. Il a trouvé les caisses à peu près vides. Oui. Non seulement vide, mais avec une grosse dette, une dette importante. Donc elles sont plus que vides, on peut dire. On reviendra là-dessus. Voilà. Je passe la parole à Madame Striffler pour une première réaction. Alors vous, l'élection de François Hollande, un moment de joie, un moment de tristesse ou indifférente? On va dire quand même un moment de tristesse, puisque j'ai soutenu Nicolas Sarkozy jusqu'au bout. Et bien sûr, quand on est en pleine campagne, quand on se déplace avec les militants, quand on fait campagne, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, de toute façon on est déçu quand on perd, c'est logique, c'est comme au sport, quand on perd on est déçu. Donc voilà, maintenant bon,
même si en Alsace, Nicolas Sarkozy, donc l'Alsace, ma région, Nicolas Sarkozy était majoritaire, Nicolas Sarkozy n'a pas gagné ces élections nationales, c'est un fait. Que ce soit un grand écart ou un petit écart, comme le disait Françoise Castex, la défaite est là. Notre président, c'est François Hollande maintenant, et c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a rien à ajouter. Il faut accepter la démocratie, il faut accepter le vote des Françaises et des Français. D'aucuns disent dans votre camp que ça a été plus la défaite de Nicolas Sarkozy que la victoire de François Hollande, c'est-à-dire il y a eu un vote contre plutôt qu'un vote d'adhésion. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Écoutez, il y a eu un vote contre, certes. Et alors beaucoup de gens disent que c'est parce que François Hollande, en fait, c'était pas lui le candidat prévu dès le départ. Non, moi je dis pas ça. Je dis dès le départ, c'était pas le candidat. Il est venu après, mais en étant vraiment sportive, je crois qu'il s'est bien défendu. Et je crois que, contrairement à ce qui a été dit, il a tout à fait la capacité de gouverner un pays comme la France. Donc ce qu'on dit maintenant, vous savez, les perdants vont vous critiquer, les gagnants vont critiquer ceux qui critiquent. Je veux dire, moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Il faut être bon joueur et voilà. Notre président, c'est François Hollande, point barre. Moi, je ne rentrerai pas dans ce jugement que ce n'était pas le candidat prévu aux primaires. Non, mais c'est faux. On attendait quand même des SK pendant très longtemps. Vous peut-être, vous l'attendiez. Nous qui? Nous, la presse. La presse, avec les sondages. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a eu un an hier. Il y a eu la fameuse affaire le scandale des SK du Sofitel, mais qu'il y a plus d'un an, François Hollande était déjà candidat à la primaire. Et on ne sait pas ce que la primaire aurait donné avec une primaire où se seraient affrontés François Hollande et Dominique Strauss-Kahn. Les sondages ne préjugent pas du vote des militants. Et moi, je peux vous dire que pour ma part, je n'aurais pas voté pour Dominique Strauss-Kahn. Et les sondages auraient pu être à 60% en faveur de Dominique Strauss-Kahn. Je n'aurais pas voté pour Dominique Strauss-Kahn. Donc, tant qu'une élection n'est pas faite, elle n'est pas faite. Donc c'est faux de dire que François Hollande a été le candidat par défaut. Parce que lui, il est candidat depuis bien avant l'affaire du Sofitel. Donc pour lui, il n'y a pas de défaut qui tienne. Il a gagné une primaire et il a gagné la présidentielle. Et très franchement, on ne peut pas refaire le match. Il aurait été candidat contre Dominique Strauss-Kahn aux primaires. Il aurait aussi peut-être pu être désigné. Peut-être, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Alors voilà. Allons-y sur le contenu de sa politique, parce que là, il est en place, il va nommer ses hommes, les équipes sont en train d'être maîtres. Et ses femmes, parce qu'il a dit qu'il aurait un gouvernement paritaire. En effet. Mais c'était la forme grammaticale. Excusez-moi. En plus, ici, on ne peut pas nous accuser. Voilà. Non, mais on a deux dames, n'est-ce pas? Dacha, sur le contenu de la politique de François Hollande, justement. Écoutez, sur le contenu, on va voir. Je pense que, d'abord, comme on dit, la Corrèze avant le Zambèze, c'était une formule intéressante que j'ai trouvée dans Jeune Afrique aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est du président Chirac, mais qu'en fait, ils veulent appliquer ça au président Hollande, étant donné qu'avec la crise, évidemment, qu'il hérite, sa préoccupation ira d'abord, disons, pour résoudre les problèmes internes. Maintenant, après, on va voir les relations avec l'Europe. D'ailleurs, ça commence déjà aujourd'hui. Parce que ce soir, il sera en Allemagne pour voir en fait qu'est-ce qu'il va pouvoir bouger. Mais je crois qu'il y a déjà, j'ai observé qu'il y a déjà au niveau européen une certaine acceptation qu'on peut bouger quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et ça, c'est
disons, c'est de l'espoir par rapport, en fait, à son programme. Et le reste, concernant l'Afrique, on verra peut-être un peu plus tard. On va parler de l'Europe, on va s'étendre bien sûr sur les enjeux européens parce que c'est très important, la situation de crise dans laquelle est l'Europe. On va parler justement du changement que pourrait apporter François Hollande. Mais avant ça, peut-être un mot, juste quelques minutes, sur la situation franco-française. Parce que, bien sûr, comme vous l'avez dit, Madame Castex, il y aura des élections législatives bientôt. Donc, on est directement reparti, en bataille, au combat. Les deux camps sont en train d'affûter leurs armes. Mais en même temps, tout le monde le dit, à la fois des gens de droite et puis bien sûr des gens de gauche, puisqu'ils veulent la victoire, que ce ne serait pas possible de diriger la France sous une cohabitation. Est-ce que vous pensez que c'est possible, la cohabitation? Bien sûr que c'est possible. Je veux dire, si tout le monde y met C'est souhaitable? Pour moi, c'est souhaitable. Si tout le monde y met du bon sens et si tout le monde a le même but, c'est-à-dire la croissance et rien que la croissance, je pense que c'est tout à fait possible et je trouve que ce serait plus simple. Mais c'est une forme d'immobilisme, tout le monde l'a dit, on l'a vécu sous Mitterrand. Tout dépend du bon sens et de l'intelligence et du bon vouloir des personnes. Ce serait bien pour la France actuellement de vivre une cohabitation? Moi, je pense que oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Non, Castex? moi, bien évidemment, je ne suis pas du tout de cet avis. Parce que quand Michel dit il suffit du bon sens, c'est non, mais qu'avec du bon sens, c'est nier, non, c'est nier qu'il y a des orientations politiques différentes. Et alors, bien évidemment qu'une cohabitation est possible. Moi, je n'y crois pas. Parce que je ne vois pas que les Français, après avoir voté dans un sens le 6 mai, ne donnent pas une majorité au président pour gouverner. Donc vous faites confiance au bon sens du peuple français? Il y a une constante dans les élections et la vie politique française où voilà, il n'y a pas de cohabitation à la suite d'une élection présidentielle. D'autre part, si on regarde la carte des résultats de l'élection présidentielle, bon, François Hollande arrive en tête dans 330 circonscriptions, donc même au vu de ces résultats, ça serait très improbable que quand la droite dit qu'il faudrait un rééquilibrage, un équilibre des pouvoirs, parce que la gauche détient les régions, la gauche détient les municipalités, et la gauche à l'Assemblée nationale, le Sénat et aussi la présidence. On vit dans une démocratie. Sauf en Alsace. On est dans une démocratie. L'opposition, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les régions, dans les départements, a des droits. Elle peut se faire entendre et par ailleurs il y a des corps intermédiaires, des syndicats, des représentants des entreprises, du patronat. Donc il n'y a pas mobilisation, accaparement, captation du pouvoir. Il y a un jeu démocratique avec une majorité et une opposition ou des oppositions. Donc je ne crois pas que ce serait une bonne chose de bloquer les institutions et de bloquer un changement voulu au moment de l'élection présidentielle par un vote contraire au moment des législatives. Et ce n'est pas un rééquilibrage des pouvoirs. Parce que qu'est-ce qui se passerait si la droite gagnait les législatives? Il y aurait un Premier ministre de droite et il y aurait donc un gouvernement de droite. Donc il n'y aurait pas de changement. Moi, justement, je voudrais qu'on aille plus loin. Il ne s'agit pas de bloquer, il s'agit de travailler ensemble. Moi, je trouve que c'est quand même un peu triste, et là, j'accuse ni la droite ni la gauche, qu'on en soit toujours en France à être l'un contre l'autre et ne pas être capable, comme on le fait au Parlement européen, de travailler ensemble. Je veux dire, c'est peut-être un rêve, mais il serait grand temps que les politiques, droite ou gauche, évoluent dans ce sens-là. C'est le propre même de la Ve République, c'est-à-dire le vote majoritaire. Personne ne détient la vérité. Il y a toujours des bonnes choses à droite ou des bonnes choses à gauche. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, pourquoi les législatives, ce ne serait pas à droite? Pourquoi il n'y aurait pas ce partage? Moi, je trouve plutôt que, je veux dire, pour moi, le blocage, c'est quand tout le monde
à la même étiquette et que ça va toujours dans un sens, même s'il y a d'autres pouvoirs, d'autres instances, etc. Je veux dire que c'est pas travailler ensemble. Aussi de la démocratie. Mais oui, mais on a oui, essayé la enfin, droite, essayons la gauche. Oui, mais on perd du temps. On perd du temps. Alors allez, on casse tout ce que la droite a fait, après on casse tout ce que la gauche a fait. Moi, je trouve qu'il faudrait évoluer. En fait, on vient de donner un exemple intéressant, c'est-à-dire qu'il y a ici au Parlement européen, les partis travaillent ensemble. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une majorité, une minorité. Non, évidemment. Il ne faut pas non plus. J'allais dire. Il ne faut pas non plus Attendez, je vais dire. Je continue mon raisonnement. C'est-à-dire les partis travaillent ensemble, mais en fait, au niveau interne de chaque pays, c'est tout à fait différent. On voit l'exemple. Et c'est peut-être, disons, je dirais, une pratique démocratique au niveau du pays. Mais c'est ça qui est intéressant, et même pour nos téléspectateurs, en fait, qui nous écoutent, de voir quand même cette différence entre le Parlement européen et le Parlement national. Mais ce n'est pas les mêmes responsabilités non plus, Pas le du Parlement tout. européen et le Parlement Je ne dis pas national. qu'on peut faire la même chose, mais je dis qu'il faudrait commencer à penser à aller vers ce genre de travail. Au Parlement, France, dans les parlements nationaux, c'est un lieu de débat, c'est un délibératif. Oui. Bon. Donc, la droite, la gauche s'expriment, il y a des textes qui sont amendés et ce n'est pas tellement très différent de ce qui se passe au Parlement européen, même si, effectivement, au Parlement européen, on a une pratique parlementaire beaucoup plus démocratique avec la proportionnelle presque intégrale. Mais il n'empêche quand même qu'au bout du compte, une fois que l'on passe au vote, il y a une majorité et une minorité qui s'expriment, et que quand on est majoritaire, et en ce moment le PPE est majoritaire au Parlement européen, ce sont les idées et les positions de la majorité qui s'expriment et qui s'imposent. Et après, il y a un exécutif. Là, l'exécutif est issu aussi de la majorité parlementaire du Parlement européen et de la majorité du Conseil, c'est-à-dire des États membres. Cet exécutif, donc la Commission européenne, est majoritairement à droite et donc elle fait une politique qui est plutôt de droite. Et il n'y a pas de consensus au niveau de l'exécutif. Il n'y a pas de consensus au niveau de l'exécutif. La réponse de Mme Sauf que, par exemple, regarde sur la santé reproductive, etc. Moi qui suis dans le groupe PPE, on vote exactement comme vous votez au Parti Socialiste. Bien sûr, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est uniquement... Ce que je veux dire, c'est que automatiquement, aujourd'hui, on ne travaille pas encore comme ça, mais ce que je voudrais, c'est qu'en France, on commence à envisager de travailler de façon un peu plus ouverte et peut-être plus écouter l'autre au lieu de critiquer avant même que la personne ait terminé sa phrase, parce que c'est une idée du camp adverse, droite ou gauche, hein, je ne suis pas en train de... Et c'est ça ce que moi je trouve dommage. Et les gens en ont un petit peu marre de cette guerre gauche-droite, droite-gauche. Il faudrait un petit peu devenir un peu plus constructif. Alors, autre chose, parce que vous êtes toutes les deux, je l'ai dit, françaises, hein, autre chose, parce qu'on parle à un auditoire qui est à la fois européen, mais aussi africain, mondial. Une image de la France qui a marqué les esprits durant cette campagne, c'est bien sûr le score du Front National au premier tour donc de la présidentielle, notamment dans votre région, hein, voilà, exactement, l'Alsace. Est-ce que de ce point de vue-là, on sait qu'ils vont jouer un rôle aussi durant les législatives du mois de juin, parce qu'ils seront souvent dans les triangulaires pour jouer un petit peu l'arbitre entre un candidat de droite ou un candidat de gauche. On a dit qu'il y a eu une droitisation du discours de Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux tours, une stigmatisation peut-être des immigrés. Moi, je me réfère simplement au choix du slogan de l'UMP là, pour les législatives. Ils disent « Ensemble, choisissons la France ». Et il a expliqué ça, Jean-François Copé, qui est le secrétaire général donc, de l'UMP, le parti de l'ex-président Nicolas Sarkozy. Il disait « Parce que le jour où François Hollande a gagné, donc le 6 mai, à la Bastille, il y avait une grande fête, et il y avait beaucoup de drapeaux étrangers, disait-il, des drapeaux tunisiens, algériens, marocains, ghanéens, quelques drapeaux français, quelques drapeaux régionalistes aussi, basques ou normands ou que sais-je, et très peu de drapeaux français. Du coup, il dit que l'idée nationale française est en danger. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui dit ça? Copé, Copé, pas oui, Sarkozy. Copé. Moi, je ne partage pas cet avis.
Je vous le dis clairement. Moi, les drapeaux ne m'ont pas dérangé. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'ailleurs de drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc ce qui est dit est faux. Et je pense aussi que les gens qui ont brûlé les drapeaux étaient des extrémistes qui justement voulaient faire monter le Front National. Donc moi je ne partage pas du tout cette droitisation qu'on a entendue donc, ces derniers temps. Et de ce point de vue, le Front National, véritable menace ou épouvantail, je veux dire, temporaire, épisodique comme ça? Je pense et j'espère que ce n'est qu'un épouvantail, parce que la montée du Front National me fait peur. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Castex? Moi, je crois que c'est un réel danger, cette montée du Front National. Je crois que le discours pendant 5 ans, et puis là, très précisément entre les 2 tours de Nicolas Sarkozy, a déculpabilisé. Il a levé des tabous sur un certain nombre de thèmes, notamment liés à l'immigration. On a entendu, dans ce qu'on a entendu, si on donne le droit de vote aux immigrés aux élections locales, ça va être la viande halal aux cantines, enfin bon, un certain nombre de choses, y compris cette réaction sur la fête à la Bastille. Vous voyez, c'est comme toujours, quoi, c'est le parti de l'étranger. Les socialistes, c'est le parti de l'étranger, c'est le parti des immigrés. Voilà. Donc ça fait partie, ça accompagne le développement du Front National. Je pense que la montée du Front National dans ce pays est régulière. En 2007, Nicolas Sarkozy avait capté les voix du Front National, qui sont revenus au Front National au premier tour en 2012, mais qu'il a récupéré entre les 2 tours. Et je crois que la stratégie Buisson, comme on appelle, son conseiller qui l'a poussé à droitiser son discours entre les 2 tours, a marché. Autrement, l'écart aurait été beaucoup plus grand entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Jusqu'à maintenant, on disait, quand on analysait les résultats de premier tour et sur les pronostics, que les voix du Front National se reportaient un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour la droite, un tiers pour la gauche, un tiers s'abstenait. On s'aperçoit que là, pour le 2e tour de la présidentielle, 51%. Plus que ça, 58 à 60% de report du Front National sur les voix sur Nicolas Sarkozy. C'est donc qu'il continue à capter, il a continué à capter au 2e tour ces voix-là. Et on va voir ce qui va se passer pour les législatives. Mais je crois qu'il y a une partie de l'UMP qui est prêt à lever le tabou des accords avec le Front National au niveau local. Et voilà, les digues sont poreuses et ne tiennent plus. Alors comment l'UMP va gérer cette question-là en interne? Bon, c'est à eux que ça, je ne suis pas l'UMP. que ça appartient. Soutien à Sarkozy, oui, mais je soutiens voilà. Nicolas Sarkozy et je ne renie pas voilà. le fait que mon groupe politique appartienne à l'UMP. Voilà, donc je crois que c'est un réel problème politique. Est-ce que ça a une incidence, pour prendre du recul, l'analyse concrète, vous l'avez faite, en tout cas vous avez donné votre point de vue, mais on est ici dans une instance, je veux dire, transnationale, européenne. On est vu par des gens qui sont sur d'autres continents. Est-ce que ça a un impact sur l'image de la France? Est-ce que la France n'apparaît-elle pas actuellement comme un pays, j'oserais le mot, de plus en plus xénophobe? Est-ce que ça vous fait peur, ça? Mais ce n'est pas uniquement la France. La France, avec ce vote, je m'excuse de reprendre la parole. On la laissera aussi un peu parler. Oui, bien sûr, mais elle n'a fait que rentrer dans la normalité, entre guillemets, de ce qui se passe dans beaucoup d'États membres. Regardez les scores. Oui, la Grèce, mais bien avant, la Hongrie, les pays nordiques, tous les pays nordiques, ou bien avant la France, les partis extrémistes ont fait des scores très très élevés et sont rentrés dans des coalitions au gouvernement. Donc en fait, la France est encore un des pays qui contient le plus l'extrême droite. Et elle l'a contenu
comme la Belgique a pu le faire pendant longtemps, pendant un certain temps, à cause, en instituant le cordon sanitaire, comme on disait, entre la droite républicaine, pas la droite républicaine pour la Belgique, mais enfin la droite démocratique. Nous, on parle de droite républicaine et le Front National. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement important ce qui va se passer pour les législatives du côté de l'UMP. Voilà. Allez-y. Eh bien, Françoise a répondu, donc c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en France. Ben oui, voilà, je ne vais pas répéter. Je vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais c'est vrai que la montée du Front National, c'est vraiment pas qu'en France. C'est vrai que la France a quand même jusqu'à présent eu plutôt une figure de terre d'accueil qui est en train de s'effriter avec cette montée du Front National. Et il est clair que moi, je ne suis pas d'accord de faire des accords avec le Front National. Je suis vraiment opposée. Je crois qu'il faut se battre. Je crois qu'il faut se battre, même si on veut si on veut gagner les législatives, on peut se battre autrement que se battre en prenant les voix du Front National. Je suis vraiment opposée. Alors venons sur l'Europe, Dacha, justement. Quels sont les enjeux de cette alternance, la victoire de François Hollande, pour les enjeux européens? Je crois que pour les enjeux européens, ce qui est important, c'est qu'on avait l'impression que, disons, la messe était dite, une façon de parler, qu'on restait vraiment au niveau de la rigueur et rien que la rigueur. Le pacte de stabilité. Exactement. Donc, évidemment, avec, disons, l'introduction du président Hollande maintenant, et pendant ce discours de campagne, en fait, et maintenant en tant que président, on dirait que les choses sont en train de s'effriter. C'est-à-dire que tout ce qui semblait être au moins presque, tiens, il ne connaît rien, hein, donc il ne connaît rien à l'Europe parce qu'on a tout entendu ces derniers temps. On voit que les dirigeants sont en train au moins je dirais, de négocier, de causer, de discuter. La question de fond, est-ce qu'il y a débat, est-ce qu'il y a antagonisme entre, je veux dire, l'objectif de la stabilité et celui de la croissance, où les deux doivent aller automatiquement de pair? Non, ça doit aller de pair, parce que sinon, en fait, c'est difficile, c'est presque impossible, en fait, avec la situation disons, de crise, surtout de dette publique énorme. Par exemple, la France, c'est 1800 milliards, je crois, de dette. En fait, ça fait 90% du PIB, en fait. Hein. C'est vraiment presque insupportable. Alors, il faut... 90% du revenu d'une année. Exactement. Donc, mais c'est quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire que... Oui, c'est si vous avez acheté une maison, vous êtes peut-être endetté plus que la France. Évidemment, oui, d'accord. Bon, il y a la Banque de France, c'est ça, ou qui ne fonctionne plus de la même façon. Enfin, revenons. En fait, ce que je voulais dire, c'est que s'il n'y a que la rigueur, c'est vrai que sans croissance, il n'y aura pas de création de jobs, création d'emplois, en fait, et tout le monde est en train d'attendre, parce que je constate chez les syndicalistes, par exemple, un peu partout en Europe, les gens sont en train de voir l'arrivée d'Hollande comme, je dirais, presque un miracle, en fait. Évidemment, on sait qu'il n'y aura pas de miracle, que ça va être difficile, mais peut-être que c'est un peu des foyers d'espoir. Michel Striffler, alors justement, débat entre rigueur et croissance. Là, on sent que les lignes sont en train de bouger. On ne sait pas, il va rencontrer Angela Merkel, qui campe sur cette position, rigueur, rigueur, rigueur. Est-ce que François Hollande a les moyens de faire bouger l'Allemagne et de faire bouger, d'entraîner l'Europe? Moi, je pense que François Hollande va apporter une touche supplémentaire, enfin c'est ce qu'il veut de toute façon pour tout ce qui est croissance. Ça restera de façon cosmétique, c'est ça Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire, une touche au niveau de la croissance, donc c'est ce qu'il veut apporter à ce pacte. De toute façon, c'est pas un pays qui va pouvoir remettre en cause tout ce qui a été décidé par 25 autres pays. Je veux dire, à un moment donné, moi je crois que la rigueur... On n'a pas le choix. La croissance, comme le disait monsieur, on n'a pas le choix. Après, il faut trouver un juste équilibre. Évidemment, quand on entend Angela Merkel, rigueur, 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 c'est facile à dire. Et de ce point de vue-là, vous qui avez soutenu Nicolas Sarkozy, est-ce que lui n'a pas été un petit peu trop suiviste de cette ligne d'Angela Merkel? Non, moi je crois que ce n'était pas un travail facile. Je crois qu'il a été à la hauteur des enjeux de ce pacte.
Et de toute façon, quoi qu'il arrive, la situation dans laquelle on est au niveau européen, hein, je ne parle pas au niveau français, je crois qu'on ne peut rien faire sans la rigueur. Et vous savez, il faudrait aussi s'attaquer à tout ce qui est évasion fiscale, il faut s'attaquer à toutes ces personnes, à toutes ces entreprises qui trichent, qui fraudent. C'est ça en Grèce. Qu'est-ce qui se passe en Grèce? Vous vous rendez compte de la fraude qu'on est en train de découvrir en Grèce? Donc il faudrait aussi mettre les gens devant leurs responsabilités. Je ne parle pas du pauvre ouvrier, du pauvre employé qui a déjà du mal à terminer ses fins de mois et à qui on donne un coup de couvercle alors qu'il est déjà presque à terre. Mais bon sang, attaquons-nous à tous ces fraudeurs. Et la Grèce, ça fait longtemps qu'elle aurait dû le faire. Donc maintenant qu'il y ait un peu de rigueur demandée à ces pays-là, je crois que c'est quand même la moindre des choses. Je veux dire, l'Europe ne peut pas toujours être là à aider. Bien sûr, il faut continuer à aider la Grèce. Il ne faut surtout pas que la Grèce sorte de la zone euro. Mais on ne peut pas non plus dire que ça se fera comme ça, sans restriction. Je veux dire, alors rigueur, oui, mais pas seulement, ça ne s'adresse pas seulement aux petites gens, ça s'adresse aux grandes entreprises. Et là, il faut un courage politique. Françoise Castex, est-ce que François Hollande a-t-il ce courage politique? Et est-ce qu'il ne suffit que d'un courage politique? Il ne peut pas aller tout seul, on l'a dit, on ne peut pas faire la révolution dans un seul pays. Non, mais je pense que l'arrivée de François Hollande sur la scène politique européenne modifie le paysage politique, parce qu'il peut modifier, il peut modifier le rapport de force. Il est bien seul dans l'Europe des Non, 27. Il n'y a pas beaucoup de socialistes, il n'y a pas beaucoup de gouvernements de gauche. Ce n'est pas uniquement une question politique. C'est que si personne ne s'oppose, et notamment la France, ne s'oppose à la politique de Mme Merkel, la messe est dite, comme vous avez dit. Parce qu'une fois que la France et l'Allemagne ont décidé d'une politique, c'est la politique qui s'applique. Mais si, entre la France et l'Allemagne, il y a un débat contradictoire sur les solutions à apporter, vous allez voir que le rapport de force peut se redistribuer dans l'Union européenne, parce que ce soit dirigé par des socialistes ou par des conservateurs, ce qui est sûr, c'est que cette politique d'austérité est en train de tuer l'Europe. Elle est en train de tuer la Grèce, elle est en train de tuer l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Si on ne donne pas d'oxygène dans les politiques publiques, il y aura de la récession, ça crée de la pauvreté, on ne crée pas de richesse, donc il n'y a pas de ressources fiscales, et c'est le cercle vicieux. Mais comment on le fait? Par de la dépense? Par de la dépense? Gouvernement de gauche, la oui, Grèce. déjà. Mais comment on fait? On fait en augmentant les dépenses, donc en s'endettant encore plus? Non. Il y a très peu de marge de manœuvre. Non, au niveau de l'Europe, par exemple. Dans un budget, il y a deux parties. Il y a une partie dépenses et il y a une partie recettes. Donc déjà, il ne faut pas regarder uniquement sur la réduction des dépenses. Il faut aussi regarder sur l'augmentation des recettes. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des réformes fiscales à faire, il y a au niveau européen augmenter le budget européen en créant des taxes sur les transactions financières, en ayant recours à l'emprunt au niveau européen avec les Allemands sont contre. Des eurobonds. Mais on va voir, on va négocier. C'est pas parce que Mme Merkel a dit qu'elle était contre qu'on arrête la discussion. On est dans une démocratie au niveau européen. C'est la première économie d'Europe. En fait, oui, mais elle ne peut pas faire une politique toute seule. Elle ne peut pas faire une Europe toute seule. Parce que c'est vrai que c'est le pays le plus prospère. D'ailleurs, il faut aller voir en Allemagne à quel prix ils payent leur croissance au niveau des salaires, au niveau des conditions maintenant de travail des salariés européens. Vous savez que c'est en Allemagne que le taux de pauvreté a le plus augmenté. Si le modèle européen, c'est de faire travailler des gens à 1 euro de l'heure, si c'est essayer d'être compétitif par rapport aux pays émergents, moi, c'est pas ma vision
de l'Europe et du modèle social européen. Et je crois que tous les salariés et les gens n'en peuvent plus de cette politique. Et c'est cette politique-là qui fait le lit du Front National. Parce que les gens sont tellement désespérés qu'ils sont prêts maintenant à sortir de l'Europe, comme dit Madame Le Pen, à revenir à leur monnaie nationale et dire on arrête tout. Voilà. Donc c'est une mauvaise politique. C'est une mauvaise politique parce que ça crée de la pauvreté, parce que ça enfonce l'Europe dans la récession et donc on ne s'en sortira pas. Alors on avance, on parle de l'Europe, donc on dit cette articulation, ce débat entre rigueur et austérité, entre austérité et croissance. Vous exprimez un petit peu l'espoir et la volonté que François Hollande puisse justement faire bouger les lignes, puisse essayer de convaincre, de faire un petit peu reculer l'Allemagne sur cette ligne assez dure et assez droite. Parlons à présent de politique internationale. Je veux dire, François Hollande, sur le plan international, que va-t-il faire pour peut-être changer l'image de la France, ou en tout cas fera-t-il une autre politique internationale que celle de Nicolas Sarkozy? On va s'arrêter un long moment sur la politique envers les pays en voie de développement et notamment envers l'Afrique, mais parlons déjà, par exemple l'Afghanistan, il a dit qu'il veut retirer les troupes en 2012. Tout le monde le dit, tous ceux qui s'y connaissent, d'ailleurs les experts militaires disent que c'est impossible. Je veux dire, c'est impossible, c'est de l'incantation, ça. Je veux dire, et à la rigueur, je veux dire, comment va-t-il le faire et pourquoi veut-il le faire? Mais il veut le faire parce que nos troupes en Afghanistan sont en train de s'enliser dans une guerre qui n'en finit pas. Et que, voilà, ça a été une erreur. Ça a été une erreur, d'ailleurs les socialistes étaient défavorables à ça, à l'envoi de troupes en Afghanistan. Et on voit bien que voilà. Et vous pensez qu'il pourra le faire? Oui, il va faire un plan de retrait des troupes en Afghanistan. Oui, il a dit, il va le faire. Peut-être pas, disons, en fait, peut-être pas d'ici peu, hein, parce que c'est vrai que j'ai vu un peu beaucoup d'experts. Exactement, ce sera difficile. Ce ne sera pas facile. Mais bon, c'est son engagement. Maintenant, je dirais aussi que, en fait, disons, cette présence en Afghanistan, ça touche vraiment le problème de la sécurité globale, la sécurité, je dirais, du monde, donc la sécurité aussi ici en Europe. C'est vrai que la sécurité, ce n'est pas seulement la présence des militaires, mais la présence des militaires peut aussi aider. Et on voit bien que depuis le début, la situation ne s'est pas améliorée. C'est pas le moment de partir là. Les poches de terrorisme, elles sont diffuses et elles ne sont pas uniquement en Afghanistan. Donc on focalise sur l'Afghanistan alors que le problème est beaucoup plus diffus dans le monde. Il y a des poches de terrorisme maintenant au Maghreb islamique. Vous regardez le reste de l'Afrique avec le Niger et la zone du Sahel. Donc on voit bien que cette cristallisation sur l'Afghanistan n'est pas conforme à la réalité. En fait, je me demande si, disons, en quittant l'Afghanistan, la France n'a pas, disons, via le président François Hollande, n'a pas l'intention, par exemple, d'avoir une présence via la logistique, une aide financière dans la région sahélo-saharienne, qui est, disons, beaucoup plus il près. Il ne l'a pas dit, mais en fait, nous sommes en train on analyse aussi de façon prospective. Bien sûr, la question que je voudrais poser, c'est savoir, est-ce que vous pensez qu'il pourra avoir une marque particulière en politique internationale? François Hollande, mais pourquoi ne l'aurait-il pas? Je veux dire, à partir du moment... Bien sûr, non. Il pourra faire mieux que Sarkozy. Mieux, je ne sais pas. Différemment, certainement. Mais là, franchement, vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre, puisqu'il vient de prendre ses fonctions. Maintenant, bon, par rapport... En entendant ce qu'il a dit, son projet, qui a été très mince en politique internationale aussi. Hein. Bon, après, je ne vais pas défendre François Hollande, mais on ne peut pas l'accuser d'avoir une politique mince s'il n'était pas président. Bon, il faut quand même un petit peu être juste. En gros, oui, voilà, ils sont plutôt d'accord. Je veux dire, maintenant, en ce qui concerne le retrait des troupes en Afghanistan, évidemment, lorsqu'on pense aux soldats français, moi j'aimerais bien qu'ils rentrent demain.
au départ, ces troupes ont été quand même mises ou placées en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que ça a réussi? Bon, on ne peut pas franchement dire que c'est une réussite. Mais après, la montée des extrémistes est grande. Hein. Moi, je voyage pas mal, je rentre du Sahel il y a 3 semaines. J'étais dans la Corne de l'Afrique. On sent bien la violence et malheureusement, ce sont les gens, les Africains qui souffrent le plus. Et les extrémistes n'en ont que faire, hein, des pauvres gens. Donc, maintenant, la présence en Afghanistan, moi je crois que déjà on ne peut pas retirer les troupes comme ça en 2012, ça n'ira pas aussi vite, c'est pas possible même si on le veut. Et moi je pense, je sais pas quoi vous dire. Vu les résultats, oui. Vu les résultats, oui. Les résultats ne sont pas concluants parce que les extraits, oui. Quittons l'Afghanistan et venons justement sur la politique Europe-Afrique, France-Afrique. Quelle va être la marque, quelle va être la touche de François Hollande? Sarkozy avait dit que c'est de la rupture. On a attendu cette rupture, elle n'est pas venue. La rupture vis-à-vis d'une histoire des relations franco-africaines qui a sa part d'ombre hein, et peut-être quelques parts de lumière. On parle de la France-Afrique, exactement. Non, mais je l'ai prononcé, je l'ai déjà dit une fois. La France-Afrique, entre guillemets, justement. Sarkozy a d'abord dit qu'il fallait absolument arrêter avec le modèle de la France-Afrique pendant la campagne et après c'est pour faire un discours où il s'est montré extrêmement méprisant pour le discours de Dakar où il s'est montré extrêmement méprisant pour l'Afrique. Alors je crois que là-dessus il a eu faux des deux côtés parce que bon c'est vrai qu'il y a eu une histoire obscure des relations françaises en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, enfin dans les zones, ce qu'on a appelé la zone d'influence. Mais en même temps, le retrait de l'aide française en Afrique, cette déresponsabilisation, je pense, a été une erreur. Et est une erreur. Alors, il n'y a peut-être pas une politique de zone. Vous parlez d'aide publique au développement, de présence, de coopération. Pour la France d'ailleurs, pour les autres pays africains dans leur coopération traditionnelle et de l'Union européenne. L'Union européenne, la France s'est retirée, ce sont les Chinois qui sont arrivés et qui sont en train de racheter l'Afrique petit bout par petit bout. Ils rachètent les terres agricoles, ils rachètent les minerais. Plutôt que d'avoir des politiques de coopération, ils viennent clé en main construire des stades, des quartiers, des villes nouvelles. Et pour vous, c'est négatif ? Ah oui, pour moi, c'est négatique. Et ça ne peut pas être dans l'intérêt des Africains, vu que ce sont des gouvernements souverains, des pays souverains qui signent ces contrats? Ils sont en train de déposséder l'Afrique d'une possibilité de croissance agricole, de leur économie et de leurs ressources naturelles. Ils font de la coopération sans donner du travail aux Africains, puisqu'ils arrivent avec leurs ouvriers, dans des conditions d'ailleurs de travail qui sont très loin de respecter les normes minimales des droits des travailleurs. Hein. Moi j'ai vu ça, d'ailleurs avec Michel Pietté, c'était pour les ACP quand on est allé en Angola. Même le ciment était importé de Chine. Et donc, qu'est-ce que vous préconisez avec ce constat que vous faites? Un constat alarmiste, selon vous? Donc moi, c'est quoi, un réinvestissement de la France en Afrique? C'est vrai que les pays africains sont souverains. S'ils veulent faire appel aux Chinois, c'est tout à fait leur droit. Mais je pense aussi que
la Chine est arrivée et fait main basse sur l'Afrique parce qu'il y a eu aussi un retrait des politiques européennes d'aide au développement. Alors c'est vrai qu'il y avait de la conditionnalité quand l'Union européenne propose une aide au développement. Mais voilà. En fait, en gros, oui, c'est vrai, mais la nature a horreur du vide, comme on dit. Oui. Et il y a une chose aussi, c'est que de toute façon, c'est-à-dire la France, aujourd'hui, n'a pas les moyens, ni politiques, ni économiques, disons, de continuer à jouer un rôle important ou presque le monopole de la situation avec ces pays. Bon. Maintenant, il est évident qu'il y a la Chine, mais il y en a d'autres, ce qu'on appelle les BRICS, hein, qui arrivent en France, pas en France, pardon, en Afrique, pardon. Mais concernant le président François Hollande, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup entendu faire des promesses concernant l'Afrique. C'est peut-être quelque chose de très sage en fait, c'est peut-être de la sagesse parce que à partir de ça, on ne peut que faire. Donc, il ne promet ni la rupture ni la continuité. Oui, en effet, ni la rupture ni la continuité. Mais c'est vrai que l'expérience des relations entre l'Afrique et la France, surtout ce qu'on appelait le précaré africain, en fait, ça a changé et c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une élection présidentielle en France n'a pas le même impact en Afrique. C'est-à-dire depuis la première élection donc, de 58 jusqu'à 2012 maintenant, 6 mai, ça a tout à fait changé. Il faut savoir que 4,22% de la population africaine n'existait pas à ce moment-là. Hein. Donc ce qui veut dire qu'en plus, avec ce que vous avez parlé de la Chine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de négatifs, mais il n'y a pas que le négatif. Donc ça a changé tout à fait ce qu'on peut appeler le paradigme Afrique-France. Et espérons qu'aujourd'hui, avec le nouveau président français, qu'il puisse, par exemple, mobiliser les entreprises françaises à réinvestir en Afrique dans un esprit donnant-donnant. En fait, c'est tout. C'est ce que propose, parce qu'il propose du juste échange. Exactement. En plus, vous êtes proche de Jean-Marie Bockel, oui. qui s'était occupé... On se souvient du discours de Dakar. Voilà, qui s'était occupé précisément du dossier des relations avec l'Afrique. Alors, partant du bilan de Nicolas Sarkozy, hein, qu'on ne va pas refaire ici, qu'est-ce qui est selon vous les chantiers prioritaires du nouveau président donc, dans ses relations France-Afrique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est, je crois, continuer à aider au développement des pays africains. Je crois qu'il faut vraiment continuer. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler France, Chine. Je crois qu'il faut parler Europe et Chine, parce que la France toute seule, il faut savoir qu'aujourd'hui presque personne n'a respecté les 0,7% donc du PNB, sauf même l'Allemagne est en dessous de la France. Donc je veux dire, bien sûr, on n'a plus les mêmes moyens, mais on a aussi révisé donc les pays destinataires. Aujourd'hui, on donne, j'ai plus les chiffres en tête, mais on donne à moins de pays, mais on donne plus donc aux pays vraiment très nécessiteux. Maintenant, il faut également souligner que beaucoup de gouvernements africains sont corrompus. Donc je veux dire, il faut, à un moment donné, il faut dire les choses aussi. Hein. Il y a l'aide au développement, la conditionnalité, moi je trouve qu'elle devrait... bon, elle est en place. Je ne suis pas pour la diminuer. Je crois qu'il faut peut-être pas la renforcer, mais être très rigoureux sur certains... Il y a un discours paradoxal là, quand vous dites comme ça, beaucoup de gouvernements africains sont corrompus. D'abord, c'est... non, d'abord, c'est votre point de vue, vous le dites, vous l'assumez. Mais en même temps, je veux dire... votre propre gouvernement, le gouvernement français et les institutions européennes coopèrent avec ces gouvernements. Je veux dire, donc, à la fois on ne peut pas les accuser, coopérer avec eux, et en même temps... Non, on ne coopère pas avec le gouvernement. L'aide au développement, on ne donne plus aujourd'hui d'argent. Mais si vous me laissez terminer, je peux vous le dire. L'outil le plus adéquat pour l'aide au développement, c'est l'appui budgétaire. Donc c'est l'argent... pas le plus important, l'appui budgétaire. Donc, il a quand même une part très importante. Il a une part.
on donne l'appui budgétaire, mais pas sous n'importe quelle condition, comme ça s'est peut-être fait dans le passé. Aujourd'hui, l'aide au développement, on donne surtout l'argent aux ONG, donc l'argent passe par les ONG. C'est fini le temps où on donnait des chèques au gouvernement, corrompu ou pas. Ça, ce temps-là est bien fini, et c'est très bien. Je veux dire, ce qui n'est pas normal, c'est que la Chine fait affaire avec ces pays africains quasiment sans condition, et que les Africains n'en profitent pas. C'est vrai qu'en Angola, c'est scandaleux. Ils ont fait venir des prisonniers chinois travailler sur des chantiers énormes, alors qu'il n'y a pas un Angolais qui était embauché. Donc on ne peut pas tout accepter non plus. Maintenant, là où je reste ouverte, c'est vrai que je rentre du Sahel, j'étais dans un tout petit village qui s'appelle Mao, j'y étais pour l'aide alimentaire, j'y étais pour... C'est tout. Non, vraiment, c'est vraiment une région en plein désert. Et j'ai vu des enfants qui allaient mourir, qui étaient regroupés dans une salle et on savait qu'ils allaient mourir. Si demain les Chinois me disent on envoie tout ce qu'il faut pour l'aide humanitaire, oui on prend, mais qu'ils fassent d'abord de l'humanitaire avant de faire du faux développement. Alors les Chinois, je ne veux pas être contre les Chinois. Il n'y a pas les méchants Chinois et les gentils Européens. Mais laissez-moi terminer. Donc ce que je dis, les Chinois, lorsqu'ils aident pour le développement, ok, mais qu'ils aident, qu'ils embauchent les Africains. Pourquoi est-ce qu'ils font venir des prisonniers chinois? Pourquoi est-ce qu'ils embauchent des Africains qui ne leur donnent même pas de quoi manger la journée? C'est pas des conditions humaines acceptables. Donc moi je trouve que autant l'Europe a des conditionnalités, l'Afrique a des conditionnalités à respecter, mais les Chinois devraient quand même avoir un minimum de respect à avoir par rapport aux pays dont ils profitent bien. Il ne s'agit pas seulement de prendre, il s'agit aussi de donner. Là-dedans, je veux dire, la vraie question, ce sont les gouvernements africains qui coopèrent avec les Chinois ou avec les Européens. C'est à eux à fixer les règles de cette coopération et de l'accepter. Donc je prétends que si ils acceptent cette coopération avec les Chinois, ils acceptent en connaissance de cause. Maintenant, on peut les alerter. Voilà, on peut les alerter. Si vous estimez qu'il y a des excès, d'ailleurs, il y a des pays qui en reviennent. L'Angola, par exemple, en revient. Bien sûr. Parce qu'ils ont tout misé sur les Chinois, ils en reviennent. Donc, si vous pensez que le développement, c'est d'avoir un stade clé en main, je ne suis pas contre les stades, il en faut avoir un stade avec des routes, des hôpitaux, avec des gens qui meurent de faim à côté, et des gens qui ont des paralysés. Vous avez vu les Chinois construire des écoles et faire... Parce que sinon... C'est pas une caricature. Excusez-moi. L'aide au développement, c'est quoi? On doit aider un pays africain à se développer et à s'en sortir tout seul. Ça, c'est le but que moi je me fixe en tant que député européen. Aider le pays à s'en sortir tout seul, dans ses conditions, avec ses lois, avec sa culture, en respectant la culture du pays. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est ce que font les Chinois? Madame, il y a une évolution ici en Europe et j'en suis sûr que la Chine va évoluer aussi parce qu'en Afrique, il y a aussi, une société civile, il y a des parlements qui sont en train d'avancer dans ce sens. Donc aujourd'hui, vous savez, le problème c'est que si ces pays en Afrique avaient eu, disons, des alternatives avant, on n'en serait pas là. Ici, non, c'est sûr, on est dans une situation où il n'y a pas de choix et on partage ça. Et donc, soyons un petit peu, disons, plus modestes et de dire que de toute façon, il faut croire et compter sur cette société civile qui sont les premiers à dénoncer tous les débordements, que ce soit des Chinois, mais qui avaient déjà dénoncé les débordements des Occidentaux. Donc, moi, je vois tout ça avec beaucoup, je relativise beaucoup, même si on critique, si vous voulez, les excès, en fait, que ce soit de la Chine ou de la Russie, ou peu importe du Brésil. Par contre, je voulais donner un exemple tout à l'heure de diminution. Pour le moment, elle est plutôt sombre. Elle est sombre. C'est pas si sûr. Il y a des études qui montrent qu'il y a des bénéfices qui en sortent. Les études, on peut leur faire dire. Non. Mais les points de vue aussi, vous avez vu un exemple. Vous avez vu un exemple, je ne sais pas, en Angola. J'en ai vu plusieurs. Mais des études aussi. Moi, j'ai lu une étude, une monographie de la coopération Chine-Afrique faite par la Banque africaine de développement, qui n'est pas non plus la première instance, je veux dire, au coin de la rue, qui montre qu'il y avait vraiment des avantages et qu'il y a des avantages
coopératif pour l'Afrique à coopérer avec la Chine qu'à le faire avec l'Europe. Pour construire une route, quand c'est financé par l'Union européenne, ça prend, allez, au gros mot, 3 ans. Parce qu'il faut signer, il y a une bureaucratie énorme. Les Chinois, ils viennent, ils construisent la route en une année, et la route, elle est là, elle est solide. Allez voir en Haïti les routes qui ont été construites par les Chinois. J'en reviens, j'y étais en PP. Il faut contrôler. Eh bien, j'y suis. Est-ce qu'ils font contrôler. travailler les Africains pour construire la route ou est-ce qu'ils amènent des gens Il y a pour de la plus construire en plus Pas d'Africains, partout et pas madame. toujours. Il ne faut pas avoir de vue globalisante. Oui ou non, ils ne sont pas en train d'acheter vos terres agricoles. Madame, il Non, faut ils les dire achètent, ça. ils les achètent dans les pays qui acceptent de les vendre. Et Et peut-être que les pays en tirent un bénéfice. Immédiat. Regardez. Ils en tirent, les pays en tirent un profit immédiat parce que forcément ils ont vendu des terres. Les Chinois ont acheté des millions d'hectares de terres agricoles. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème démographique et il faut qu'ils fassent confiance aussi aux sociétés africaines. Et ce n'est pas de Bruxelles et quand vous allez vous quand les Africains vont se réveiller, ils vont avoir une production agricole sur leurs terres qui partira en Chine pour nourrir les Chinois. Bon, Très bien, on voit que le sujet est polémique. D'un mot, parce qu'on va clore le débat. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je dis, on ne va pas dire les Européens sont les meilleurs, les Chinois sont les méchants, mais il y a des conditionnalités. Il faut que les Chinois remplissent des conditionnalités, notamment sur le respect des droits de l'homme et le respect du travail des Africains et qui respectent la culture africaine. Pour mettre tout le monde d'accord et en tout cas donner une perspective, il faut que les Africains se prennent en main et dictent les règles eux-mêmes de la coopération, que ce soit avec les Chinois, avec même les Martiens, mais du moment que ça profite aux Africains. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat, un débat animé, un débat intéressant. Merci pour votre présence. Michel Striffler, je rappelle, députée européenne, membre du PPE, Françoise Castex, aussi députée européenne, membre de l'Alliance socialiste, et toutes les deux françaises. Donc, oui, on parlait aujourd'hui justement de l'investiture du président François Hollande et Dacia Ribeiro, bien sûr éditorialiste à Vox Africa. Merci à tous pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir.